Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment créer une équipe qui innove vraiment. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on attaque ce sujet qui me passionne vraiment et qui est probablement l'un des plus mal compris dans le monde du management. Alors, comment créer une équipe qui innove de manière durable, de manière authentique et parce qu'elle a envie. Une équipe qui a l'innovation cheville au corps, oui, ça existe, qui cherche naturellement à faire mieux, à se challenger, à challenger le statu quo et à proposer des idées. Et je vais vous dire quelque chose dès maintenant, c'est pas une question de talent, non, c'est pas une question de budget non plus, c'est une question d'environnement. C'est une question de ce que vous faites avant l'innovation, avant avoir demandé à votre équipe d'innover. On va passer un petit temps ensemble. À la fin, évidemment, je vous donne comme d'habitude les 5 conseils actionnables que vous pouvez commencer à appliquer pour mieux créer une équipe qui innove. Allez, c'est parti. Le problème de la demande d'innovation à froid, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Imaginez la scène. On est lundi matin. Réunion d'équipe. Et là, votre manager arrive et vous dit « On a besoin d'innover, j'attends vos idées pour vendredi. » Et là, que se passe-t-il ? Très honnêtement, non mais gênance. Vous allez dire « Ok, poliment. » Et puis vendredi, ce qui va se passer, c'est que personne n'aura des idées, peut-être quelques-unes, mais très honnêtement, par rapport au nombre de personnes qui auraient pu proposer, il n'y en aura pas tant que ça. Donc vous allez récolter 3 idées timides, quoi. Et en plus, ce ne sera pas vraiment d'innovation. Et surtout, c'est que personne ne va lever la main pour, même si vous avez fait de manière anonyme, personne ne va lever la main pour venir défendre vraiment ces idées. Alors, pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que l'innovation se cultive. L'innovation, elle demande une préparation et ça commence bien avant cette fameuse réunion du lundi qui demande à ce que chacun ramène des idées, que chacun propose une innovation. Et donc, on va commencer par plusieurs étapes. Pour amener une équipe à innover, il y a quand même 3 points. Il y a forcément la préparation du terrain. Il y a l'étape, ce qu'on appellera l'étape 0. Ensuite, on aura évidemment l'étape 1. Et bien sûr, on finira par la dernière étape. Elle est celle qui est après, une fois avoir innové, parce qu'on a été hyper fort, on a réussi à faire innover, à proposer des idées et en plus à les mettre en place. Et en fait, il y a le après. Avant même de parler d'innovation, je veux qu'on s'arrête sur quelque chose d'essentiel que l'on oublie trop souvent. Pour aller plus loin, il faut d'abord maîtriser là où on est. C'est une erreur classique. Tout le monde le fait. D'ailleurs, quand on est jeune manager, on le fait. On parle d'innovation. On n'a pas encore pris le temps de voir est-ce que les bases, ce qu'on appelle les fondamentaux, est-ce que les fondamentaux sont bien en place avant d'aller chercher quelque chose un petit peu décalant ? Non. Alors ça, c'est une erreur classique. Vous êtes enthousiaste. Là, on lit un petit article sur l'innovation, on assiste à une conférence inspirante et après on rentre au bureau et là on dit à tout le monde « Allez les gars, moi voilà ce que j'ai vu ce week-end, on doit innover ». Alors que dans l'équipe, certains cherchent encore leurs repères dans leurs responsabilités de base. Et ça, c'est de votre responsabilité. Certains vont avoir besoin de clarté sur ce qu'on attend d'eux. Vous n'avez pas les équipes, tous, en tout cas les collaborateurs, ils ne seront pas tous au même niveau. Donc ramenez-les au moins chacun à être dans leur job, qu'ils aient de la clarté sur ce qu'on attend d'eux, qu'ils aient de la clarté sur une lucidité sur les compétences acquises, en tout cas par rapport à ce qu'on attend d'eux. Et seulement après, vous allez pouvoir dire on doit innover. Et innover, ça peut pas se faire à l'arrache. C'est comme demander à quelqu'un d'improviser un solo de jazz alors qu'il apprend encore ses gammes.
C'est un petit peu ça. Donc si c'est pour avoir du chaos et surtout du découragement, vous êtes sur la bonne voie. Il y a un concept que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs en management, et d'ailleurs je dispense ce cours. Je dispense ce cours qui s'appelle leadership situationnel. Et en fait, ce concept, il a été proposé par Ken Blanchard. Donc, je vous laisse aller voir Blanchard avec un D, dans son modèle justement de leadership situationnel. L'idée que le niveau d'autonomie qu'on donne à un collaborateur doit correspondre à son niveau de compétence et de confiance sur la tâche en question. Je la refais. L'idée que le niveau d'autonomie qu'on donne à un collaborateur doit correspondre à son niveau de compétence et de confiance sur la tâche en question. En clair, avant d'inviter quelqu'un à reimaginer un process, on s'assure qu'il maîtrise déjà le process. Alors comment savoir si votre équipe est prête? Voici 3 questions à vous poser. Premièrement, est-ce que chacun sait précisément ce qu'on attend de lui? Des responsabilités claires, des objectifs compris, des critères de réussite qu'on a pu identifier. Deuxième question, est-ce que les process actuels sont maîtrisés? Quand l'équipe consacre encore beaucoup de temps à gérer, à éteindre les feux, comme on dit, à jouer au mode pompier, à gérer beaucoup d'imprévus basiques, à corriger des erreurs qui reviennent tout le temps et qu'on n'arrive pas à corriger sur le long terme, et parfois même à chercher à savoir qui fait quoi, ça c'est le signe que votre fondation, le socle, mérite encore de l'attention avant d'ajouter cette petite couche, c'est une grande couche d'ailleurs, avant d'ajouter la couche innovation par-dessus. Faites bien attention. Et enfin, la dernière, c'est est-ce que mes collaborateurs se sentent compétents dans leur rôle? Il y a une recherche en psychologie du travail qui a démontré qu'on innove bien depuis un socle de confiance. Ça nous ramène, je vous remets un petit peu les basiques, ça nous ramène à Abraham Maslow. Abraham Maslow l'avait déjà théorisé dans sa pyramide des besoins. Le besoin d'accomplissement et de création s'exprime pleinement une fois que les besoins de sécurité et d'appartenance sont satisfaits. Donc, il faut que les personnes se sentent compétentes dans leur rôle. S'ils se sentent compétentes dans leur rôle, ils sont en confiance dans leur rôle, donc ils sont en confiance dans l'entreprise. Donc, les besoins de sécurité et d'appartenance sont satisfaits. Et c'est là qu'on va passer donc à l'étape d'après de la pyramide, c'est le besoin de création, d'accomplissement. Et c'est pour ça que des personnes qui sont en situation d'insécurité sur leur poste, sur leurs attentes, sur leur place dans un groupe, auront toute leur attention mobilisée, je peux vous dire, ailleurs que sur votre trouvez-moi des idées, ça peut être sympa, ou j'ai trouvé ça, on peut innover, etc. Donc vous voyez, quand on revient sur un basique, ne serait-ce que juste la pyramide de Maslow sur les besoins, en fait quelqu'un qui n'est pas en sécurité, il ne va pas donner plus. Il va pas se mobiliser pour autre chose que sa sécurité d'abord. Juste le fait qu'il ait sa place dans un groupe, juste sur le fait qu'il se sente bien dans son poste. Ça va être les premières choses pour lesquelles il va se donner, se battre, et certainement pas sur de l'innovation. Est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre la perfection? Bien sûr que non, bien sûr que non. Une équipe, de toute façon, vous le savez, une équipe évolue en permanence. Mais ça veut dire que votre premier travail de manager avant de lancer un chantier d'innovation, c'est de vous assurer que les fondations sont solides, que le socle, en tout cas de base de sécurité, que les rôles sont clairs, que les priorités sont comprises et que chacun sait comment contribuer à cette mission collective. Ça, c'est votre premier travail. Et donc, évidemment, tout le monde ne sera pas au même niveau, comme je le disais tout à l'heure. On ne va pas attendre que 100% soit au niveau. Sinon, depuis l'histoire de l'entreprise, on n'aurait jamais innové. En tout cas, une fois cette base posée, vous pouvez commencer à construire la culture qui permettra à l'innovation d'émerger. Et cette culture repose sur 3 piliers. La sécurité psychologique. Alors on connaît tous ce mot, c'est un petit duo que j'aime bien, on en parle souvent. La sécurité psychologique, c'est la base de tout. Une petite histoire. En 1999, Amy Edmondson, elle est professeure à Harvard Business School, publie une étude qui va changer la manière dont on pense le travail en équipe. Elle étudie des équipes médicales
sur plusieurs hôpitaux. Et vous voyez, elle s'attendait à trouver que les meilleures équipes fassent moins d'erreurs. Et résultat, c'était exactement l'inverse qui s'est passé. Les meilleures équipes, en fait, signalaient davantage d'erreurs parce qu'elles se sentaient en sécurité pour en parler. Et Amy Edmondson appelle ça la sécurité psychologique. Elle est partie sur la conviction partagée que l'équipe est un espace sûr pour prendre des risques interpersonnels. L'équipe est un espace sûr pour dire oui aux idées folles, à questionner une décision et à reconnaître qu'on ignore quelque chose. Ça peut émerger que lorsqu'on se sent en sécurité dans une équipe. Et ce concept est directement lié à l'innovation. J'ai une autre histoire que vous connaissez peut-être. En 2016, Google a publié les résultats de son projet. Il avait un projet qui s'appelait Aristotle. Aristotle, A-R-I-S-T-O-T-L-E. C'était 2 ans d'études sur des centaines d'équipes internes pour comprendre ce qui les rendait performants. Et conclusion numéro 1, la sécurité psychologique était de loin le facteur le plus déterminant. Dans ce qui est à retenir, leçon pour vous, manager, c'est avant de demander des idées, demandez-vous, est-ce que mon équipe se sent vraiment en sécurité pour en proposer? Est-ce que la dernière fois que quelqu'un a eu une idée qui a raté, on l'a remercié pour sa prise de risque, ou est-ce qu'on l'a regardé de travers et où est-ce qu'on s'est moqué de lui? Et ça, si vous répondez que c'est arrivé à cette question, là c'est sûr que plus personne va proposer des idées chez vous parce qu'ils se disent que quand on propose quelque chose, on se moque de nous. Et ce qui fait que je pense que vous pouvez arrêter l'épisode tout de suite. Le reste va... En tout cas, sortez les rames pour ceux qui ont déjà fait subir ce genre de situation à leurs équipes. Et pour les autres, on va continuer bien sûr. Le deuxième pilier, donc après la sécurité psychologique, on est sur créer une culture de curiosité. Le deuxième fondement, c'est ce que Francesca Gino de Harvard appelle la curiosité organisationnelle. Dans ses recherches publiées dans la Harvard Business Review en 2018, elle montre que les entreprises qui encouragent la curiosité, au-delà de la simple exécution, prennent des meilleures décisions, innovent davantage et connaissent moins les conflits internes. Alors concrètement, cultiver la curiosité, c'est quoi en fait? Cultiver la curiosité, ça ressemble à ça. Vous avez certainement des groupes WhatsApp, vous avez peut-être parfois aussi des moments où vous vous retrouvez avec vos équipes. Et souvent, ces moments, ils sont toujours pris pour partager des choses du travail. Et en fait, dans ces... cultiver la curiosité, c'est partager dans votre soit groupe WhatsApp ou en réunion des articles sur les tendances de votre secteur, par exemple, sur des nouveautés ou ce que fait le voisin, la concurrence, les parts de marché, les choses qui vont un peu changer sur le marché par rapport à votre secteur. Voilà, donc j'ai parlé des concurrents. Tout ce qui est un petit peu hors cadre du travail, mais qui peut être très intéressant concernant votre secteur. Et potentiellement un peu comme partager les infos, en fait. Donc, parce que les groupes WhatsApp, allez... Écoutez, on va pas se mentir, moi j'ai été aussi patronne, donc je sais très bien que les groupes WhatsApp, généralement c'est un peu descendant, hein, c'est dire voilà, faire ci, faire ça, faire ça. Il faut que ce soit aussi un moment où on va partager des choses qui vont être utiles au secteur et pas seulement utiles au niveau du travail, en tout cas le travail à telle adresse, à tel endroit avec ces personnes-là. Il va falloir partager bien plus. Ensuite, posez des questions ouvertes lors de vos réunions. Donc souvent, après un grand événement, n'hésitez pas à demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Voilà. Donc c'est pas des questions fermées, c'est est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pensez qu'on a bien travaillé? Non. Faites en sorte que les personnes créent des réponses, qu'ils trouvent des mots en fait pour pouvoir peindre, on va dire, la situation et pouvoir le nommer. Donc, utilisez toujours des questions ouvertes dans vos réunions. Ensuite, acceptez pour que les gens se sentent bien, pour qu'ils proposent. C'est accepter de valoriser autant celui qui dit « je cherche encore à comprendre » que celui qui arrive avec la réponse.
Dernière chose avant d'innover, c'est de clarifier le problème. Le problème avant toute solution attendue. Il y a une étude qui est assez fascinante justement qui a été menée par des chercheurs qui a montré que la majorité des initiatives d'innovation échouent parce que le problème qu'on cherchait à résoudre était mal défini dès le départ. Donc problème mal posé, résultat non garanti. Alors je donne un exemple. Vous arrivez en réunion et là vous dites il faut qu'on innove sur notre service client. Vous allez rien obtenir comme idée. Parce que c'est trop grand, c'est trop large, c'est trop vague et on précise pas le problème réel de ce service client. Par contre, si vous dites, nos clients s'en vont après leur premier contact téléphonique avec nous. Comment leur donner envie de revenir? Là, vous posez déjà le problème. Donc le problème, il est bien posé pour pouvoir aller creuser sur quelque chose de concret à mordre. Voilà. Eh bien, nous venons de finir la partie avant et nous allons attaquer la partie pendant. Donc là, vous avez, on va dire qu'avant cette partie, vous avez déjà posé les bases, tout le monde est en sécurité psychologique, ils ont la curiosité au max et là, on arrive donc au pendant pour animer cette partie innovation. Alors là, je vais surtout vous mettre en garde par rapport au brief habituel, vous savez, le brief. Bon, allez les gars, on est lundi. Bon, à vendredi, moi je veux des idées. Donc, bon, ok, je viens de découvrir que je ne suis pas très 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 bonne en imitation. Bon, voilà. En tout cas, je vais juste vous dire qu'il faut briser ce mythe. Enfin, moi je vais le faire. En tout cas, le petit brief traditionnel, tout le monde autour de la table. Allez, hop, envoyez-moi les idées. En fait, pourquoi ça fonctionne pas? Et bien sûr, je me base que sur des faits. Quand je vous donne des études, je vous donnerai les sources. D'ailleurs, maintenant, je vais les ajouter dans la description pour que vous ayez les sources pour aller chercher ou si vous voulez creuser, en tout cas, de la bibliographie. Et donc pourquoi? Il y a des recherches qui ont montré que c'est un phénomène, ce qu'on appelle le blocage de production. Bon, allez, pour faire assez simple, c'est un peu comme quand vous vous posez parce qu'il faut absolument trouver une solution pour un sujet. Et quand vous vous posez, vous pouvez vous poser 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ça vient pas. Parce que vous n'êtes pas en situation de créativité. D'ailleurs, c'est pour ça que on a beaucoup de personnes qui trouvent généralement des idées, soit c'est sous la douche, soit en train de se promener, soit en train de courir, soit en train de faire du sport, soit pour certains en train de faire du jardinage, de la cuisine. C'est pas du tout une situation où ils doivent, enfin, comment dire, où ils s'obligent à être productifs, comme se mettre devant un bureau pour pouvoir réfléchir à une solution. Non, généralement, les idées, notre créativité, elle est beaucoup plus stimulée quand on fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Donc, je disais, moi, par exemple, on en parlait la dernière fois avec mon conjoint, les meilleures idées que j'ai, moi, c'est sous la douche. Lui, c'est au réveil. Après, j'ai aussi quand je cours, quand je fais des longues courses, généralement le dimanche, je fais des 10 km, eh bien, c'est là que j'ai les meilleures idées. C'est donc ça ce qu'on appelle le phénomène, le blocage de production. Quand quelqu'un parle, les autres attendent et pendant ce temps, leurs idées s'évaporent ou sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se laissent un peu influencer par ce qu'ils viennent d'entendre. Donc, il y a une méta-analyse de Paulus et Nystad, donc en 2003, qui a été publiée dans le groupe Creativity, qui a confirmé que justement que les individus qui travaillent seuls, donc d'abord seuls, puis se réunissent, ils vont générer davantage d'idées originales, parce que c'est ce qu'on cherche aussi, que ceux qui sont au brief en fait de base dans un brief traditionnel. Donc, comment mettre en pratique ce concept? Ce qui va changer justement dans votre pratique, c'est que commencez par un temps de réflexion individuelle, donc donnez du temps à chacun. Ça peut être 10 minutes, 25 minutes, en tout cas en silence. Chacun va dans son coin, fait une balade. Vous pouvez, très honnêtement, faire une balade ou leur donner un temps de pause. Bon, on fait une petite pause de 30 minutes et n'oubliez pas quand même, voilà. Donc, en silence, mettre les idées sur papier et ensuite ouvrir la discussion de manière collective. Vous allez voir, vous allez être surpris de la qualité des idées et du résultat. Et votre rôle dans tout ça, c'est que vous devez, pendant cette phase innovation, écouter et vous devez créer l'espace. C'est-à-dire que le rôle est assez particulier, c'est que vous devez créer l'espace, mais s'il vous plaît,
ne soyez pas tentés de donner votre opinion, votre avis. C'est pas le cas. Quand on laisse des personnes innover, créer, imaginer, en fait, si on donne son opinion, ça sert à rien de lui demander. Là, vous remettez tout de suite le cadre alors que vous lui ouvrez la place. Donc, vous créez l'espace, vous écoutez et vous vous retenez de votre opinion. Oui, c'est difficile et que oui, vous avez de l'expérience et que vous voyez déjà les limites de ce qui peut se faire sur les idées, etc. Mais laissez-les faire. N'intervenez pas trop tôt et surtout ne critiquez pas, n'orientez pas l'idée, ne tuez pas justement cette dynamique dans l'œuf. Et on est très fort à ça. On est très fort. On voit tout de suite, d'ailleurs le cerveau il est très mal fait, c'est que on va tout de suite voir ce qui ne va pas, ce qui ne peut pas se faire, l'obstacle. Donc non, retenez votre opinion, écoutez, ne critiquez pas, n'orientez rien et laissez les idées venir. En revanche, vous pouvez, pendant cette phase, c'est poser des questions. Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée ? Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée ? Comment voyez-vous, comment est-ce que vous le voyez fonctionner concrètement ? Qu'est-ce qui pourrait rendre ça encore meilleur ? Ça, vous pouvez. Mais vous ne pouvez pas freiner, vous ne pouvez pas corriger, vous ne pouvez pas orienter. Un autre levier puissant pendant cette phase d'innovation, c'est ce qu'on appelle la diversité cognitive. La diversité cognitive, c'est s'assurer que les personnes autour de la table apportent des regards différents. Justement, je vais vous raconter, donc je vais vous partager cette étude de McKinsey et compagnie. Alors, dans cette étude, on a dit que les équipes où il y avait de la diversité, ils avaient 36% de chances supplémentaires d'atteindre des performances financières supérieures à leurs pairs. Et pour précision, la diversité dont on parle ici, ça va bien au-delà du genre ou de l'origine. On parle de la diversité de pensée. Avoir dans la même pièce quelqu'un de très analytique, quelqu'un de très créatif, quelqu'un du terrain, quelqu'un avec un regard extérieur. Et ça, c'est un combo gagnant. À la limite, ce que vous pouvez faire, la prochaine fois que justement vous organisez une session d'innovation, invitez quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un autre département, d'un autre secteur, invitez quelqu'un qui connaît peu le sujet. Ces questions, justement, qui va être dites naïves, seront souvent vont vous servir, ça c'est sûr. Ce qui est assez intéressant, donc moi par expérience à la radio, ce qui est très bien, c'est ça qui m'amène aussi à creuser sur les sujets de management, c'est que je suis une spécialiste et je travaille beaucoup avec des personnes qui sont soit plus jeunes que moi et qui ne sont pas en tout cas spécialistes du management et ils n'ont pas les mêmes regards. Et ça me permet, moi, en fait, d'adapter déjà ma manière d'expliquer les choses, parce que quand on est spécialiste, c'est assez logique pour nous de dire tel mot, tel mot, tel mot. Et quand les personnes n'ont jamais été dans ce secteur, ils ne peuvent pas forcément comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir cette diversité de regard, même ce qu'on appelle la diversité cognitive, diversité de pensée, de compréhension. Donc la prochaine fois, si vous voulez faire, dans un cas pratique, en tant que manager, si vous voulez organiser une session d'innovation, emmenez quelqu'un qui ne connaît pas, en tout cas qui connaît très peu le sujet ou en tout cas le secteur dans lequel vous travaillez. Un autre point pendant cette partie c'est la technique des oui et. Alors ça faites-le déjà là on va parler d'innovation, mais faites-le aussi dans la vie. Dans la vie sur le oui et. Donc dans la vie, en entreprise aussi, mais pas que dans la partie innovation. Faites-le tout le temps. Quelqu'un qui dit oui mais, il met déjà un frein, il ferme déjà la porte à toute possibilité. Là c'est oui et. Donc je vais vous partager cette technique. C'est une technique qui vient du théâtre d'impro. Et il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont mis en place. Je le connais depuis 2016. Donc c'est la règle de oui et à la place de oui mais. Quand quelqu'un propose une idée, au lieu de dire oui mais ça coûte trop cher. D'ailleurs, si on revient sur le pilier de juste avant, on a dit qu'en tant que manager, vous devez garder votre distance, pas orienter et surtout pas dire oui mais ça coûte trop cher. Dites plutôt oui, et si on trouvait un moyen de le faire à moindre coût. Ce changement-là, franchement, je suis sûre que ça parle beaucoup à tout le monde là. Franchement, c'est gratuit et ça ouvre encore au champ des possibles. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est
À chaque fois que quelqu'un vous dit ceci, cela, oui, et ça laisse encore plus d'ouverture. En tout cas, c'est une technique que je vous encourage à mettre en place. Troisième partie, donc là on arrive sur le après, donc ça veut dire qu'on a innové, on a nos idées et maintenant on l'a mis en place et maintenant il faut la faire vivre. C'est la partie la plus négligée par les managers, c'est le après, une fois qu'on a mis en place. Et ce qui se passe, c'est que ça peut vite devenir les cimetières des bonnes idées. En fait, dans la partie innovation, il faut quand même prendre en compte que c'est important. Voilà, soyez attentifs. C'est que le vrai tueur de l'esprit innovateur, c'est pas le fait que les gens n'aient pas d'idées. C'est que les idées restent sans suite. Donc vous imaginez que vous demandez à vos équipes de trouver des idées et le message que ça envoie derrière lorsque les idées ne sont pas entretenues, c'est que vos idées ont peu de valeur, que la prochaine fois, c'est un peu ça, hein, ça n'a pas de valeur. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont économiser leur énergie et puis bonne chance pour qu'on redonne des idées à mettre en place. Moi, c'est ce que j'appelle, et ça existe partout, c'est ce que j'appelle le cimetière des bonnes idées. Donc toutes les propositions qu'on a écoutées en réunion, qu'on a mis sur un tableau, et maintenant aujourd'hui on n'en entend plus parler. Et ça démotive absolument les équipes. Franchement, on le sous-estime, c'est ce côté après. Et comment en fait vous allez pouvoir agir? C'est créer une solution, une sorte de système, toujours de façon à mettre des process en place, une sorte de système de suivi des idées. Donc c'est assez simple, mais visible, pour que tout le monde voit où est-ce qu'on en est à chaque étape. Voilà. Donc ça peut être un simple tableau, un Trello ou Notion, parce que maintenant aujourd'hui on utilise les Notion avec des colonnes en mode en évaluation, en cours de test, adopté, archivé, non retenu. Enfin en tout cas qu'on ait un mapping de tout ce qui a été retenu et pour voir l'état d'avancement de chaque idée. Et très important, s'il y a des idées que vous n'avez pas retenues, en fait, il faut absolument le partager. Alors, il faut que chaque idée reçoive une réponse. Pourquoi elle n'a pas été mise en place? Donc, on a réfléchi à ça et voilà pourquoi on l'a mis de côté pour l'instant. Et ça vaut infiniment que le silence, à rien dire et puis barrer une idée. Ensuite, toujours gardez dans votre liste la célébration des victoires. Célébrer l'essai autant que le succès. Même si ça n'a pas fonctionné, c'est quand même bien d'avoir tenté. Ça, c'est le pilier vraiment de l'après qui est très important. C'est récompenser la prise de risque au même titre que le résultat, celui qu'on a choisi. D'ailleurs, je pense que vous connaissez un petit peu cette histoire, c'est chez Amazon. Jeff Bezos, il aimait bien dire ça. Il disait que si toutes nos expériences réussissent, c'est qu'on a été trop prudent. Donc, et ce qui fait que Amazon en fait a institutionnalisé, donc c'est vraiment ça, hein, le droit à l'expérimentation avec ce qu'il appelle le Two-Pizza Team. J'en ai déjà entendu parler, et le Working Backwards. Et donc, c'est des méthodes en fait qui vont valoriser l'apprentissage rapide par l'action et surtout de manière spontanée et imprudente. Et comment on met ça en tant que manager sur le terrain. Concrètement, pour vous, c'est la prochaine fois qu'un quelqu'un de votre équipe prend une initiative qui n'a pas abouti, en tout cas pas comme prévu, commencez par lui demander, avant de le blâmer, qu'est-ce que tu as appris avant de parler du résultat. Voilà, c'est ce simple changement de posture va envoyer en fait à toute l'équipe qu'ils ont le droit à l'erreur et que c'est vrai et que c'est vraiment réel et que c'est ancré dans la culture et bien au-delà justement de ce qui est affiché sur les murs. Et ça, j'adore. Avant d'attaquer nos 5 conseils, on va s'arrêter sur ce dernier pilier. Prenez l'innovation comme une habitude, mais pas comme un cas exceptionnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il faut arrêter de traiter l'innovation comme un événement. On fait un hackathon par an, un séminaire juste pour créer, etc. Non. Il faut que ce soit quelque chose qui soit intégré dans le quotidien et pour que ce soit traité comme une habitude quotidienne. Je vous donne un autre exemple. 3M. Ça parle à quelqu'un, 3M, c'est la société derrière le post-it. Voilà. Eux, dès les années, donc c'était 1960, dès les années 1960, il avait mis en place une politique qui permettait à ses ingénieurs de se consacrer 15%, de leur temps à des projets personnels.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, les bonnes idées viennent souvent quand on n'est pas en état, on n'est pas en demande, d'accord ? Ça vient quand on est sous la douche, quand on fait du sport, quand on jardine. Eh bien, en 1960, dites-vous qu'il y avait déjà une entreprise qui a pigé ça. Donc ça par rapport aux études que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et Google a repris cette idée, donc de 3M, avec lui, c'était 20% de temps libre. Et c'est comme ça que Gmail est né. Ok, vous n'êtes pas Google. Ok, Google. Bon, ça c'était drôle. Ok, vous n'êtes pas Google, cette échelle est peut-être très ambitieuse pour votre équipe. Ok. En revanche, vous pouvez quand même de temps en temps, vous pouvez de manière formelle, intentionnelle, peut-être programmer 30 minutes par semaine dédiées justement à une question d'amélioration, que ce soit en individuel ou en collectif. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais vous donc donner les 5 conseils à retenir justement si vous voulez amener vos équipes à innover. Conseil numéro 1, commencez, comme on a dit tout à l'heure, à solidifier les fondations. Vérifiez donc que chacun connaît son rôle, ses priorités et que les process en place soient connus de tous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on va innover que si déjà on a tous un socle solide. Posez-vous toujours 3 questions à chaque fois. C'est est-ce que les rôles sont clairs? Est-ce que le process est compris et maîtrisé? Est-ce que les collaborateurs se sentent compétents? Une fois ces bases assurées, construisez la sécurité psychologique, valorisez les tentatives, accueillez les idées avec toujours bienveillance et justement créez cet espace où on ose vraiment. Deuxième conseil, définissez le problème avant la solution. Avant n'importe quelle session d'innovation, donnez à votre équipe un problème précis, un problème réel ancré dans la réalité de vos clients ou de votre organisation. N'oubliez jamais, un bon problème bien posé vaut 10 réunions ou 10 briefs. Troisième conseil, réinventez votre format de brief. Donc, temps individuel d'abord, puis temps collectif. La règle du oui et au lieu de oui mais. La diversité des profils autour de la table lorsqu'on demande des idées. Et surtout, en tant que manager, écoutez davantage que orienter. Conseil numéro 4, donnez une réponse à chaque idée. Mettez en place un système de suivi assez simple de compréhension, mais aussi simple en termes de suivi. Chaque proposition devra avoir un retour. Chaque proposition mérite un retour, même quand la décision est de la mettre de côté. C'est ce respect-là qui maintiendra l'engagement dans la durée. Et enfin, conseil numéro 5, célébrez l'essai autant que le succès. Intégrez des micro-rituels d'innovation dans votre quotidien. Donnez du temps à vos équipes pour innover, pour que des idées émergent. Ça peut être un peu comme la méthode Google, la méthode 3M. Donnez du temps, peut-être 30 minutes par semaine suffisent pour commencer. Valorisez ce qui a été tenté et demandez aussi qu'est-ce qu'on a appris avec autant d'enthousiasme que voici le résultat ou quels sont les résultats. Et c'est la fin de cet épisode. N'oubliez jamais que l'innovation en équipe, c'est une question de culture qui se construit patiemment, brique par brique, step by step. Et n'oubliez pas, comme tout accompagnement, tout mise en place de rituels, tout changement, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Et si cet épisode vous a été utile, partagez-le à un manager de votre entourage qui en tirerait quelque chose et dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous a plu. À très vite, merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.